Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on va pas se balader, je vais plutôt vous parler d'une expérience que j'ai vécue ces dernières semaines. Car oui, j'ai failli avoir un working visa, alors, sans parler japonais et en plus avec un anglais qui est tout pourri. Mais alors là vous dites comment c'est possible? J'étais pistonné par les Picards surgelés pour être le seul type de société au Japon qui parle uniquement français, ça paraît étrange, mais pourquoi pas? Et je trouvais un boulot de mascotte du Mont Saint-Michel pour représenter le Mont Saint-Michel qui a été envoyé à travers tout le Japon pour représenter fièrement la France. Et du coup, j'aurais pas de mots à dire, juste à bouger dans tous les sens. Eh bien, tout ça, on va en parler dans la suite de l'épisode et je pense que ça pourra intéresser certains d'entre vous car c'est une solution pour avoir un working visa qui n'est certes pas accessible à tout le monde, on va pas le cacher, mais dont on parle très rarement. Mais avant tout ça, on va présenter le fameux sommaire. Et en vrac, on va boire de la bière, on va manger sur le port de Kobe, on va en apprendre un peu plus sur le boulot de freelance au Japon et on va suivre un tout nouveau résident japonais. Et oui, attention, une petite faille spatio-temporelle est en train de se créer, car oui, ce podcast a été enregistré il y a quelques jours, il y a quasiment une semaine, et j'ai eu des informations depuis qui ont été mis à jour, et plutôt de tout refaire le podcast, parce qu'il y a plein de choses qui sont encore bonnes, je vous ferai un petit erratum à la fin du focus, vous comprendrez pourquoi en écoutant la fin du focus, donc je voulais vous prévenir de ça, parce que voilà, il y a eu des petites modifications, j'ai eu des news par rapport à tout ce que je vais vous raconter dans cet épisode. C'est vraiment très personnel, donc c'est sur ma situation personnelle, c'est pas sur la situation en général, donc vous en saurez un petit peu plus mystère. Et un autre truc, du coup j'en profite pour en parler et de faire cette petite pause dans l'épisode, cette pause spatio-temporelle encore une fois, parce qu'on est plus loin dans cet épisode, j'ai rajouté cette partie en quelque sorte. Je voulais vous parler des visas, parce que vous l'avez peut-être vu, mais peut-être que vous ne le savez pas. Les visas travail et les visas étudiants vont être acceptés à nouveau au Japon et le sont déjà en fait. Officiellement, ils vont être annoncés le 8, je crois, le 8 novembre, donc dans quelques jours. Mais en fait, officieusement, les visas sont déjà activés. Moi, j'ai beaucoup de connaissances qui étaient bloquées pour des visas travail, voire pour des visas étudiants, qui ont vu leur situation être débloquée il y a une semaine. Donc, voire un petit peu plus. Donc j'ai un ami par exemple, ça fait 1 an qu'il est bloqué, qu'il attend de pouvoir aller au Japon. Il avait un visa travail mais il ne pouvait pas y aller parce que on lui refusait tout simplement. L'immigration refusait sa venue au Japon malgré le fait qu'il avait le visa, malgré le fait qu'il avait un travail, etc. Ça ne passait pas. Et là, il y a une semaine et demie environ, on lui a dit, son employeur lui a dit c'est bon, tu vas pouvoir venir au Japon. Ils lui ont gardé son visa heureusement parce que c'est un employeur japonais donc ils auraient pu au bout d'1 an se dire c'est bon mais on va passer à autre chose. Donc il a eu de la chance. Et du coup, ils lui ont dit, c'est bon, maintenant ça s'est décanté, tu peux venir. Donc c'est vrai que depuis une semaine et demie, on le sait un peu, il y a des gens qui ont commencé à pouvoir revenir au Japon. Les étudiants aussi peuvent revenir, ça commence à être actif. J'en connais qui ont pu revenir là, avec un visa étudiant. Donc pour tous ceux qui avaient un visa travail ou visa étudiant, peut-être que vous n'avez pas encore eu l'info. Je ne pense pas parce que ça commence à bien circuler sur Internet. Puis je suppose que vos écoles ou votre employeur vous l'a vraiment dit. Mais bon, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens de ce podcast qui n'étaient pas au courant, donc je vous passe cette information-là, j'en profite. Normalement, je ne fais pas trop dans la news Japon, mais c'est un truc un petit peu important, donc c'est quand même, les frontières sont fermées depuis 1 an, donc voilà, c'est quand même un truc, je pense que certains d'entre vous l'attendent quand même avec impatience. Par contre, gardez bien en tête que le visa vacances, lui, n'a pas encore été réactivé, donc on sait que ce n'est pas un visa en plus, c'est pas vraiment un visa, on a le droit d'aller en vacances justement pendant 3 mois sans visa. Mais là, actuellement, c'est toujours pas le cas. Il n'y a pas de news là-dessus. Il y a des rumeurs qui disent de plus en plus pressantes que c'était les mêmes rumeurs qui disaient qu'en novembre, les working visas et les visas de travail allaient être acceptés à nouveau. Mais bon, suivant comment va bouger le Covid, ça peut peut-être changer. Pour le visa vacances, en tout cas, qui reviendrait début de l'année prochaine. Et bien sûr, ça serait sous condition. On ne connaît pas vraiment encore. Encore une fois, c'est pas sûr à 100%, donc commencez pas à réserver, parce que je sais qu'il y avait des gens en plein Covid, parfois qui m'envoyaient des messages en me disant tu crois que j'ai bien fait, j'ai réservé un billet. J'étais là, en ce moment, non, tout est fermé, puis ils vont pas rouvrir comme ça, mais je sais qu'il y a des gens qui sont très impatients. Donc vous pouvez tenter le risque, mais rien n'assure que les visas vacances seront rouverts, mais en tout cas, voilà, c'est les dernières rumeurs pour début janvier et que ça serait sûrement sous condition. Donc certains pays, donc peut-être pas le nôtre, ça va dépendre aussi encore une fois de l'évolution du Covid en Europe, etc. ou au Japon.
Il y aurait sûrement des conditions aussi, le vaccin. Si vous n'êtes pas vacciné, a priori, il y a quand même très peu de chances, je pense, voilà, faire un peu à Madame Irma, mais il y a quand même peu de chances que vous puissiez rentrer sans être vacciné. À mon avis, ça va être une des conditions. Un simple test PCR ne suffira pas. Sachant qu'il y aura peut-être des tests PCR à faire sur place, c'est possible aussi, qui sont quand même coûteux au Japon, beaucoup plus qu'en France, qu'il était gratuit pendant très longtemps et qui maintenant sont payants, mais là-bas c'est encore beaucoup plus cher. Ça peut être 200 € un test PCR, pour vous dire. Et c'est pas aussi simple, il n'y a pas des petites guérites partout. On oublie souvent qu'en France on est quand même assez privilégié pour tout ça. Il y a aussi sûrement d'autres contraintes, peut-être il y aura le fait de devoir rester 3 jours dans un hôtel, voilà, un genre de choses comme ça. C'est possible, voire plus. Donc peut-être que ça sera compliqué pour vous si vous avez décidé de partir qu'une semaine, parce que partir une semaine, faire beaucoup de frais pour rester 3 jours dans un hôtel enfermé, c'est pas très cool. Voilà, on va pas se le cacher. Donc c'était les petites news. Pour l'instant, les visas vacances, on n'en sait rien, c'est des rumeurs, mais ce qui est assez positif, c'est que ça faisait partie d'un lot de rumeurs qui était aussi avec les visas travail, la rumeur du visa travail et des visas étudiants qu'on a annoncé depuis quelques temps en novembre. Et effectivement, ça c'est même avant novembre, parce que c'est fin octobre que ça a commencé à se mettre en place. Donc effectivement, c'est les mêmes rumeurs qui tournaient ensemble, donc on peut avoir bon espoir peut-être pour janvier, mais là encore, ça va dépendre de l'évolution du Covid, vous vous doutez bien. Et puis pour ceux qui ont des projets de working visa ou des projets étudiants, voilà, vous savez que a priori, vous pouvez revenir au Japon. Le PVT, je ne sais pas. Je ne pense pas que le permis working visa soit remis un peu en circulation, mais peut-être. Ça, j'avoue, je n'ai pas l'info. Donc voilà, c'était dans cette petite faille spatio-temporelle qui, bien sûr, n'était pas du tout prévue, car on est dans Back to the Future par rapport à l'enregistrement. Donc j'avais surtout prévu là, de vous dire que principalement il y a des informations sur le focus qui changent, donc voilà, vous allez le voir, et en plus vous donner cette petite news sur le visa un peu spécial. Donc désolé pour cet épisode qui est un petit peu décousu aujourd'hui, mais vous allez voir, c'est un épisode très intéressant, j'espère qu'il va vous passionner et peut-être qu'il ouvrira justement la porte du Japon à certains d'entre vous. Et sur ce, on reprend donc cette faille. Oui, je suis très très nul en FX spatiaux, je dois l'avouer. On reprend la suite de l'épisode. Arrêtons-nous là, c'est pathétique. Mais allez, en parlant de résidence au Japon, vous le savez, avoir un visa au Japon, c'est pas la chose la plus simple au monde. Pour vivre sur place sur du long terme, vous avez le choix de vous marier en gros avec une Megumi ou un Juichi. Non, vous ne pouvez pas le faire avec les deux en même temps. Je suis désolé, je ne pense pas que ça soit légal au Japon. Vous pouvez aussi monter votre société pour avoir un business visa ou encore trouver une entreprise qui va sponsoriser votre visa via un working visa, un visa travail. Il y aura aussi d'autres visas comme le visa culturel, et je ne parle pas des PVT et autres visas étudiants non plus qui sont encore autre chose. Aujourd'hui, on va plutôt faire un focus sur le working visa. Et vous vous en doutez, pour avoir un working visa, il faut trouver une entreprise qui va avoir besoin de vous. Et aussi qui va devoir justifier pourquoi elle a besoin de vous et pas d'un Japonais auprès de l'immigration. Oui, pourquoi on embaucherait le petit Thomas, Julien ou Nicolas plutôt que Juichi et Megumi. Pourquoi ? Et pourquoi un garçon aussi ? J'aurais pu donner un nom de jeune fille française. Juliette, Isabelle, Sarah, Gwendoline, Kelly, je sais pas, Iman, n'importe quoi. Il y a plein de noms. Mais voilà. Pourquoi cette entreprise japonaise devrait embaucher, vous embauchez vous en tant qu'étranger et pas un Japonais. Il faut pouvoir le justifier auprès de l'immigration. De plus, vous embauchez pour cette société et vous faire un visa, ça va leur faire des frais, ça leur coûte un peu d'argent. Bref, si vous ne parlez pas super bien japonais, que vous avez un bon niveau d'anglais pour une entreprise internationale, voire parfois il vous faudra aussi les deux, ça peut être un peu compliqué de trouver du coup un working visa. En plus, pour travailler pour une entreprise japonaise, parfois le fait de travailler justement dans une entreprise japonaise, ça en a découragé plus d'un. Les entreprises japonaises n'ayant pas toujours une bonne réputation pour les conditions de travail qui sont très différentes de chez nous. Et les Japonais au bureau ne sont pas non plus les plus sympathiques. Souvent on dit les Japonais, ils sont gentils, ils sont polis, mais ce n'est pas les derniers à faire des coups de pute et à parler derrière votre dos au bureau ou de vous traiter comme de la merde dès qu'on a un petit peu de pouvoir. C'est quelque chose qui est très connu et ça arrive souvent. Moi j'ai connu personnellement plusieurs personnes qui ont été vraiment dégoûtées du Japon totalement, après avoir fait juste une expérience de travail sur place, alors qu'à la base, ils vivaient et rêvaient que par le Japon. Et même des gens qui sont venus dans des très très bonnes conditions, mais qui au final ont vraiment détesté travailler sur place et le Japon, plus jamais pour eux, à part en vacances, mais plus jamais ne vivre au Japon, pour eux c'est inconcevable parce que c'était tellement l'horreur pour eux.
Bref, le visa travail, même s'il peut être un saint graal pour s'installer au Japon, ça peut vite tourner au cauchemar et c'est pas forcément aisé à avoir non plus. Alors bien sûr, tout ce que je dis, on le prend avec des pincettes. Comme d'habitude, vous pouvez tomber sur une entreprise super chouette. Moi, j'ai d'autres contre-exemples où des gaijins sont super épanouis dans leur travail au Japon. Et puis, suivant vos diplômes ou votre situation, vous pouvez avoir plus ou moins de facilité aussi pour venir vous installer au Japon. On est tous différents là-dessus, vous vous en doutez bien. Mais vous l'aurez compris, moi personnellement, avec mon niveau en japonais et en anglais, et mon envie d'être, j'ai pas tellement envie d'être dans le système de l'entreprise japonaise à l'ancienne classique, quoi. L'option working visa, ça me tentait pas vraiment. Ça n'a jamais été vraiment une option que j'avais mis dans les top priorités. Moi, pour venir au Japon, j'optais plus pour monter ma boîte, ou pourquoi pas, si je trouvais la Megumi idéale, me marier sur place. Mais le working visa, c'est pas vraiment pour moi, c'est pas une option, quoi. Oui, mais voilà, ça a changé un petit peu il n'y a pas très longtemps, car j'ai un auditeur de ce podcast qui m'a parlé d'une solution à laquelle je n'avais pas pensé du tout et dont on n'entend pas souvent, voire jamais même parler, moi j'en avais jamais entendu parler avant, qui pourtant paraît logique sur le papier, effectivement. Il s'agit de venir en freelance au Japon en passant par une société de portage salarial. Bon là, je sens que j'en ai perdu quelques-uns d'entre vous. Le portage salarial, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Je comprends pas. En gros, le portage salarial, ça existe déjà en France et un peu partout dans le monde, je suppose. On va faire un peu simple. Admettons, vous êtes en freelance, donc vous travaillez à votre compte, mais vous n'avez pas du tout envie de gérer votre société, de gérer tout ce qui est administratif, qui va être lié à tout ça. Que pour vous, par exemple, tout ce qui est administratif, c'est vraiment une prise de tête, gérer les impôts, gérer la compta, calculer la TVA, etc. Poulala, c'est compliqué. Et que vous préférez être comme un salarié, c'est-à-dire recevoir un salaire à la fin du mois, tout en gardant la liberté de travailler avec différents clients et de gérer votre travail et votre temps comme vous le voulez. C'est là que le portage salarial intervient. En gros, plutôt d'être à votre compte, donc d'être vous-même votre propre, avoir votre propre entreprise, même si un freelance n'est pas vraiment une entreprise, mais vous avez compris, vous allez être un salarié d'une entreprise, mais cette entreprise, elle fera rien pour vous, à part vous faire une fiche de paie tous les mois. C'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher des missions pour vous. Elle ne va pas vous donner du travail. Vous n'allez pas aller dans un bureau, avoir des collègues, etc. Vous n'allez pas avoir de contact comme dans une vraie entreprise. Et ce n'est pas eux qui vont vous dire « Ah Michel, est-ce que tu as fait le dossier machin ?» Non. Et ils ne vont pas non plus vous trouver des clients pour vous. Ce n'est pas une entreprise qui gère des freelances qui vont trouver des missions pour vous et vous avez juste à travailler. Non, eux, ils vont juste vous faire votre fiche de paie. Tout le reste, c'est à vous de le faire. Mais c'est quoi la contrepartie du coup? La société va vous prendre soit un pourcentage de vos revenus, soit un montant fixe. Par exemple, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que comment ça marche? En gros, cette entreprise, elle va facturer vos clients à votre place et vous embaucher en tant que salarié. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous chercher de nouveaux clients, c'est vous qui allez dire moi d'habitude je facture cette personne-là, s'il te plaît, maintenant c'est toi qui factures à ma place. Et du coup, par contre, en contrepartie, elle va vous embaucher, vous allez avoir un salaire comme un salarié. Donc l'avantage pour vous, c'est qu'il n'y a plus de soucis administratifs liés à la gestion d'une entreprise. En plus, vous allez cotiser pour le chômage, ce qui n'est pas vraiment le cas quand on est chef d'entreprise ou quand on est freelance. Bref, vous avez les avantages d'un salarié qu'on n'a pas forcément en tant que créateur d'entreprise ou à son compte. Donc comme je disais, la contrepartie par contre, c'est que la société va vous prendre donc soit un pourcentage de vos revenus, soit un montant fixe qui va être plafonné, qui va être donné par l'entreprise de portage. Moi j'ai un ami, pour vous donner un exemple, qui est freelance, qui habite au UK, en Écosse, qui passe justement par une société de portage sur place. Il a son visa, donc c'est pas une histoire de visa, là il peut vivre au UK, il n'y a pas de souci, mais pour facturer ses clients, plutôt que d'ouvrir un freelance, en gros normal, d'avoir un statut de freelance en UK, il a préféré passer par une entreprise de portage et cette entreprise lui prend 90 € par mois en montant fixe. Et bien sûr, cela peut varier suivant les boîtes, comme je vous le disais, ou suivant vos revenus. Mais vous avez à peu près compris le concept, je pense maintenant. Donc lui, en gros, il va perdre 90 € tous les mois sur sa fiche de paie, mais à côté de ça, il va cotiser pour le chômage, il n'a plus à s'occuper des papiers pour les impôts, etc. Toutes les complications avec les lois qui changent tout le temps, parce que c'est vrai que parfois ça peut être assez compliqué. Toute la comptabilité à faire, ça peut être vraiment parfois de la prise de tête et du temps perdu tous les jours dans votre temps de gestion d'entreprise peut vous prendre énormément de temps parce que il va y avoir des imprévus ou des choses qui sont pas très cool à gérer. Bref, vous avez compris maintenant un peu ce que c'est le portage salarial. Moi, je connaissais cette version assez classique, à vrai dire. Je l'avais même étudiée pour mon boulot actuel de freelance. Donc, je suis freelance en France, mais je travaille pour une entreprise canadienne principalement. Même si ça m'aurait simplifié la vie,
en plus de l'argent pris par la société, donc je ne sais pas combien elle m'aurait pris, peut-être un pourcentage, peut-être 90 euros, je ne sais pas du tout, il faut aussi compter que vous allez avoir des charges à payer chaque mois. Parce que forcément, si vous cotisez pour le chômage et vous cotisez pour d'autres choses, vos impôts vont être plus grandes. Plus vous allez avoir des charges patronales qui vont être déduites de la société, et la société, elle ne va pas les prendre pour eux, le charge patronale, elle va le prendre sur ce que vous facturez. Donc vous allez avoir beaucoup moins d'argent sur votre salaire à la fin du mois. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé au fait que la société de portage salarial pouvait faire pour vous ou demander un working visa. Car même si techniquement c'est votre employeur, on est d'accord là-dessus, et que dans les faits, on va dire qu'ils n'ont quand même pas besoin de vous pour une mission ou autre. Donc pour moi, c'était plus une prestation de service que vous payez. Et donc, dans mon esprit, même si c'est légal, pour moi, c'était inconcevable qu'on puisse avoir un visa de travail via une société de portage salarial. Ça m'a même pas effleuré l'esprit, pour vous dire, j'y ai même pas pensé une seule minute. Oui, mais voilà, comme je vous le disais, un auditeur est parti vivre à Kyoto grâce à ça. Il est donc passé par une société de portage internationale pour avoir son visa et s'installer à Kyoto, tout en continuant de travailler en freelance à distance avec son ancien employeur en France. Il s'est mis d'accord avec son employeur lui a dit « Tu fais ce que tu veux, tu vas vivre où tu veux, mais nous, on ne gérera rien, c'est-à-dire que c'est à toi de te démerder, en gros. Nous, on ne va pas te faire un visa, on ne va pas faire etc. etc. Donc, si tu as moyen d'aller, tu vas aller vivre au Japon, pas de problème, mais débrouille-toi. Nous, on ne fera pas les démarches. Tu seras en freelance, très bien. Tu nous factures, très bien, mais tu te débrouilles. » Donc, là, tout de suite, je vais tout de suite vous calmer un petit peu parce que je vois que certains doivent être sûrement excités en se disant « Waouh, trop bien, mais je vais pouvoir aller partir au Japon, c'est génial. Moi, je suis livreur Deliveroo, je suis je sais pas quoi, et génial, je vais faire ça au Japon. » Alors, je vais vous calmer tout de suite. C'est pas si simple que ça. Il y a plein de conditions à remplir pour pouvoir avoir ce sésame tant convoité. Alors déjà, vous devez travailler en remote, soit être en freelance et avoir des clients réguliers. Ou alors que votre employeur accepte que vous travaillez à distance tous les jours. Et là, il n'y a pas de « Ah lundi prochain, tu vas monter sur Paris parce qu'on a la réunion avec machin, etc. » En étant au Japon, vous vous doutez que ce genre de choses, c'est impossible. Vous n'allez pas pouvoir venir une fois par mois, ça va vous coûter cher en billet d'avion. Puis c'est pas genre « Ah oui, j'avais pas prévu, mais en fait, jeudi, on fait la réu. » Non, parce que voilà, vous n'allez pas pouvoir partir du jour au lendemain. Donc, il faut quand même être très flexible et que votre entreprise accepte et soit très flexible là-dessus. Comme je vous le disais, faire des allers-retours comme ça en France, ça va pas être possible. C'est pas comme si vous habitiez à Marseille, à Lille et que vous deviez aller à Paris, et prévoir ça une semaine à l'avance. Et surtout, si vous devez faire ça une fois par semaine ou une fois par mois, en étant au Japon, ça va être compliqué. Donc il faut être capable de travailler 100% du temps en remote et pouvoir gérer aussi le décalage horaire. Parce que là, il y a deux solutions. Soit votre entreprise va pas l'accepter. Et donc, à vous de faire les calculs pour voir quels seront vos horaires sur place au Japon. Parce que vous ne ferez pas du 8h-18h du coup. Si l'entreprise n'accepte pas que vous travaillez quand vous voulez et que vous soyez en décalage avec les autres employés français, vous devrez travailler avec des horaires qui seront totalement décalés. Ça sera peut-être bizarre. Moi, par exemple, en travaillant avec mon client canadien, si je devais faire des horaires en suivant les horaires du Canada, en étant au Japon, mes horaires devraient être de travail de 23h jusqu'à 7h du matin. Et oui, si votre employeur veut que vous soyez disponible aux heures normales de bureau, vous n'aurez pas le choix, ça sera comme ça. Bon, après, 23h, 7h du matin, ça vous fait peut-être peur, mais n'oubliez pas que c'est avec le Canada. Le décalage horaire Amérique du Nord et Japon, c'est vraiment le pire qu'on peut avoir. En gros, quand les gens dorment au Canada, les gens vivent au Japon ou aux États-Unis, et inversement. Mais avec la France, c'est déjà un peu plus gérable. Je vous laisse regarder, c'est pas très compliqué. Vous allez sur Google, vous faites vos calculs de décalage horaire, vous dites 9h à Paris, quelle heure à Tokyo, 9h, 18h à Paris, quelle heure à Tokyo, et vous aurez une idée à peu près de vos créneaux horaires. Mais peut-être aussi qu'ils accepteront que votre travail soit en décalé. Mais vous devrez du coup jongler parfois avec des horaires de réunion qui ne seront pas des heures conventionnelles pour vous, par exemple. Donc il faut plutôt être flexible. Ça ne sera pas forcément du 9h-18h tous les jours, a priori, dans la plupart des cas. Donc il faut prendre ça en compte. Deuxièmement, vous devez avoir des clients aussi, ou un client régulier en tout cas. La société ne vous paie pas de salaire. La société de partage salarial ne va pas vous payer un salaire tous les mois. Si vous n'avez pas de clients, il ne vous donne pas d'argent. Si vous ne facturez pas, pas de salaire tout simplement. C'est logique, mais certains peuvent peut-être avoir du mal à comprendre le principe du salariat en portage salarial. Ce n'est pas un salaire qu'on vous donne. L'entreprise ne prend pas un risque en disant il va sûrement nous ramener de l'argent tous les mois. Non, si vous ne facturez pas, vous avez zéro. Et si vos revenus ne sont pas réguliers, forcément, ça va poser un problème pour l'immigration et pour la société de portage. Là, je n'ai pas d'infos à ce sujet, mais peut-être que si pendant 2 mois, vous n'avez pas de salaire, je pense que ça peut poser un problème au niveau de l'immigration. C'est possible.
Ensuite, il y a le salaire que vous allez toucher. Pour être clair, je vais me prendre en exemple, ça vous fera une bonne idée des frais à prendre en compte. Alors, en freelance, on paye moins de taxes, hein. Vous ne le savez peut-être pas, mais on va payer moins de taxes que si on est avec une entreprise ou si on est salarié tout simplement. Mais c'est normal parce qu'on va cotiser moins de choses, on n'a pas de vacances, on n'a pas de congés payés, etc. Donc c'est normal d'avoir moins de taxes. Actuellement, par exemple, je facture mon client environ 4 000 € tous les mois. Et une fois que j'ai vidé toutes les taxes que je dois payer en tant que freelance, il me reste environ 2 900 € sur ces 4 000 €. En portage, avant de vous expliquer en détail, j'ai eu 2 offres pour le moment, de 2 sociétés différentes. Une qui était une société internationale, donc qui gérait, qui avait plein de sociétés un peu partout, mais en gros c'était des sociétés partenaires, donc à qui ils vont donner de l'argent, et une autre qui était une société vraiment au Japon, et donc qui faisait du portage en local, sans intermédiaire. La première société, donc qui était la société de mon auditeur qui m'en avait parlé, eux, ils me proposaient, donc je vous le rappelle, moi je suis à 2 900 € en ce moment, ils me proposaient un net de 1 700 €. Sachant que je pense que toutes les charges n'étaient pas comprises et qu'ils ne comprenaient pas aussi certaines TVA. Donc techniquement, j'aurais eu moins de 1 700 €. Donc ça fait quand même, si on regarde, 1 200 € de moins que ce que je gagne maintenant. Et encore une fois, je pense que ça aurait été encore de l'argent encore en moins. Et l'autre société qui était en local, eux, me proposaient un net de 1 600 € aussi. Et à mon avis, je pense que tout n'était pas non plus compris. Même s'il y avait un petit peu plus de choses comprises, je pense, chez eux. Et c'est là le problème, parce que vous l'avez bien remarqué, on perd beaucoup d'argent. En tout cas, sur du portage comme ça à l'international. Donc pour faire du portage salarial à l'étranger, il faut certains revenus. Voilà, si vous voulez pouvoir vivre correctement. Alors bien sûr, pour certains, 1 700 €, c'est beaucoup, c'est un bon salaire. Mais pour moi, je connais mon rythme de vie. Vous savez que je consomme par exemple beaucoup de café, c'est mon truc. Et comme je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas vivre au Japon en mangeant que des cups ramen, en vivant comme un étudiant, en n'allant jamais au resto et en ne pouvant pas sortir parce qu'il faut faire des économies. J'ai donc un budget minimum de 2 000 € net, qui hélas n'a pas été rempli par ces sociétés de portage salarial. Je n'ai pas réussi à atteindre ces conditions. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi mon net est passé de 2 900 € en freelance actuellement à 1 700 € net, parce que c'est quand même beaucoup en moins. Voilà. Et encore 1 700 € net, c'était le mieux que j'ai eu. Alors déjà, il y a les charges. Au Japon, on dit souvent « les impôts sont moins chers », ce qui est franchement totalement faux. Je ne trouve pas que les impôts sont moins chers qu'en France. Peut-être que c'est un chouïa moins cher dans certains cas, mais vous n'allez pas non plus vous retrouver avec, des économies monumentaux. Les charges salariales sont environ de 15%, et les charges patronales sont entre 15 et 24%. Donc tout ça, vous devez l'enlever de ce que vous allez facturer à votre client. Ensuite, les impôts sur le revenu commencent à 10%. Et c'est comme en France, il va y avoir des paliers. C'est-à-dire que si vous avez un certain revenu, tout ce qui est au-dessus de ce revenu palier, vous allez devoir payer des taxes encore en plus. Plutôt d'être à 10%, vous allez être à 20% sur ce que vous gagnez en plus de ce palier. Et ça peut monter à 30%, 40%, etc. suivant combien vous gagnez. Et il ne faut pas oublier, il y a aussi la fameuse taxe de la ville, qui est l'équivalent en gros d'une taxe d'habitation, mais ce n'est pas tout à fait pareil, parce que ça se base déjà sur la ville où vous habitez, et c'est basé sur vos revenus sur l'année. Donc ça peut aller de 4% de vos revenus dans certaines villes à 10% parfois. Et oui, et 10% de ce qu'on gagne, sur 2 000 €, c'est 200 € qui partent tous les mois. Donc ça fait un peu mal quand même. Vous n'êtes plus à 2 000 €, vous êtes à 1 800 € par exemple. Ajoutez ça, les frais pris par la société de portage, parce que oui, la société de portage prend des frais. Par exemple, la première que j'avais consultée me prenait, tenez-vous bien, 800 € de frais. Oui, 800 € de frais, plus 440 € pour faire ma fiche de paie par une société japonaise. Parce que les 800 €, c'était en gros la facturation et la gestion, et tous les mois, c'est pas juste un one-shot. Donc sur mon salaire, ils prenaient tout ça. Et les 440 €, c'était la société japonaise sur laquelle, qui était finalement mon employeur, qui allait me faire ma fiche de paie. Et donc ça faisait un intermédiaire de plus. Donc du coup, j'avais 800 € plus 440. Et en plus, il fallait compter divers autres frais bancaires. Et aussi, il faut compter le change. Parce que l'entreprise ne va pas vous payer en euros. Donc l'entreprise va devoir vous payer en US. Donc si vous êtes en dollars US, les 3 quarts du temps, ou en yens si c'est du local. Et vous vous doutez bien que si vous êtes en Europe, votre société que vous facturez, vous allez devoir les facturer soit en euros, vous allez peut-être les facturer en dollars, mais du coup, eux, ça va leur faire des frais bancaires, et parfois, ça peut vite monter. Tous les taux de change et les frais bancaires peuvent faire en sorte que vous perdiez 100 € par exemple, juste sur les 4 000 € que vous avez facturés, vous allez peut-être facturer 100 €, perdre 100 € juste en frais bancaires.
Et mine de rien, 100 euros plus 100 euros plus 100 euros, ça commence à faire beaucoup. Donc là, même sans tous ces frais bancaires et ces frais de taux de change, j'étais quasiment à 1350 euros de frais pour la société de portage. Et qui, attention, hein, parce que tout ça, c'était sans décompter la TVA, car il y avait une TVA à facturer là-dessus. Donc il fallait compter, je ne sais plus combien était la TVA, mais encore plus d'argent, peut-être 200 euros de plus ou quelque chose. Donc j'aurais été à 1500 euros en moins. Et dans les 1700 euros net qu'il m'avait proposé, il ne comptait pas la TVA. Donc j'aurais eu encore moins que 1700 euros net. Et la deuxième société, là c'était plus surprenant, parce qu'il me prenait moins cher, elle prenait 900 euros, tout compris. Ce qui était normal au final, parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire au Japon, c'était une entreprise qui était déjà au Japon. Alors là, il y avait aussi la TVA, mais bon, j'ai pas fait les calculs, je pense qu'avec la TVA, on était peut-être à 1000 euros et quelques. Donc voilà, c'était plus intéressant déjà que les 1350 euros. Plus, ils m'ont proposé une autre solution qui était assez sympa, qui s'appelle le Legal Rent. Alors le Legal Rent, c'est quoi? Bien en gros, votre employeur, la société de portage donc, elle va payer pour vous votre loyer. Bon, vous doutez bien que c'est pas juste vous payez votre loyer que vous allez économiser un loyer, hein, forcément. Vous emballez pas. Vous allez payer votre loyer, bien sûr, mais c'est juste que votre employeur va payer en son nom le loyer, un peu finalement comme si vous étiez un expatrié envoyé par une grosse entreprise française qui va tout gérer pour vous, vous n'avez rien à faire, ils font tout, vous arrivez, vous avez une très bonne paye, ils vous payent votre loyer parce que vous êtes le roi et tout va bien. Bon, là c'est presque comme ça, sauf que forcément, la somme du loyer, elle va être prélevée de votre brut. Donc en gros, moi qui facture 4000 euros à mon client, et bien là, l'entreprise de portage va facturer aussi 4000 euros à mon client, mais va déduire 600 euros pour un loyer de 700 euros par exemple. C'est-à-dire que si mon loyer est de 700 euros, que j'ai trouvé un appartement à 700 euros, ils vont, eux, payer 600 euros et du coup me le déduire de mon brut. C'est normal. Donc mon brut ne sera plus de 4000 euros, mais de 3400 euros. Alors vous dites, je comprends pas, pourquoi? Du coup, c'est toi qui payes ton loyer, qu'est-ce que ça fait tout ça en fait? C'est quoi l'avantage? L'avantage du coup, c'est que vous allez déduire cet argent et donc vous allez enlever des taxes. Forcément, vos taxes vont coûter moins cher parce que les charges patronales, les charges salariales, vos impôts sur le revenu, vos taxes de la ville, plutôt de partir sur une base de 4000 euros, vous allez partir sur une base de 3400 euros. Et forcément, 10% de 4000 euros, ça fait moins d'argent que 10% de 3400 euros à sortir. C'est logique. Donc par exemple, pour faire court, en utilisant le Legal Rent, qui est tout à fait légal au passage, je gagnais chaque mois 250 euros de plus sur mon net. Donc c'était quand même très avantageux. Alors oui aussi, je vous ai dit que l'entreprise payait juste un pourcentage de votre loyer. Je vous ai dit qu'ils allaient payer 600 au lieu des 700. Donc les 100 derniers euros, ce seront à votre charge, comme normalement si vous avez dû payer votre loyer. Donc après que vous ayez votre net, vous allez devoir payer 100 euros à votre propriétaire, ou je ne sais pas si vous les payez, je ne sais pas à qui vous les payez exactement. Mais voilà, vous allez avoir 100 euros à payer qui ne seront pas déduits en tout cas de votre brut. Bref, au final, vous avez payé entièrement votre loyer, quoi qu'il arrive, mais le fait que ce soit votre employeur qui le paie à votre place et qui le déduit finalement de votre paye, ça va vous faire économiser beaucoup en taxes. Et quand la deuxième société m'a proposé ce procédé, j'avoue que j'y ai cru vraiment, parce qu'ils étaient moins chers que la première, et qu'avec ce procédé, en plus, je gagnais 250 euros environ tous les mois. Donc je pensais passer au-dessus des 2000 euros. Donc j'étais en train de me dire, ça sent bon, je vais peut-être pouvoir aller au Japon. Vu que la première était à 1700, forcément, vu qu'elle coûtait moins cher et que je me faisais en plus des économies, ça sentait super bien. Mais malheureusement, mauvaise nouvelle pour moi, je ne sais pas comment ni pourquoi, je ne sais toujours pas, peut-être que j'aurai des informations plus tard, ça reste encore un mystère. Avec eux, j'arrivais à 1600 euros net. Enfin moins finalement, parce que vous l'avez compris, mon loyer déduit. Donc normalement, vu que mon loyer déduit, j'aurais eu que 900 euros. 900 euros net, ça aurait été mon salaire. Mais bon, le loyer était déjà payé. Donc si je remettais le loyer dessus, dans l'équation, ça faisait que j'étais à 1600 euros. Mais bon, voilà, j'étais quand même en dessous des 1700 et je n'ai toujours pas compris pourquoi, parce qu'ils étaient moins chers que les autres et qu'en plus, il y avait le système de Legal Rent qui est censé me faire gagner de l'argent. Donc j'ai pas compris comment je pouvais arriver en dessous. J'ai demandé la question. Enfin, j'ai posé la question, j'attends la réponse. Je devais avoir un rendez-vous. Là, j'enregistre ce podcast une semaine à l'avance, donc peut-être que d'ici là, j'aurai la réponse. Je vous ferai peut-être un erratum dans la description ou à la fin de cet épisode, je rajouterai peut-être quelque chose. Mais voilà, je ne sais toujours pas pourquoi je paye. C'est moins intéressant alors que pourtant, ça devrait l'être beaucoup plus. Et que j'avais misé pas mal là-dessus parce qu'au vu de la première offre, je me disais, il y a peut-être moyen que je puisse partir, que j'atteigne mes 2000 euros net. Alors encore une fois, vous allez vous dire, 2000 euros net, mec, t'es fou, etc.
On est tous différents là-dessus, hein. Moi, je sais, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je déteste les grosses discussions sur les forums que j'ai vues d'énormément de fois où des gens vont s'engueuler en disant mais comment ça, les courses au Japon, tu payes 500 euros, moi je paye que 50 euros par mois. Ah non, moi c'est 200 euros, mais moi je paye 150 euros d'électricité. Voilà, les gens qui vont s'engueuler sur leurs frais, on est tous différents. On ne vit pas de la même façon. Si vous allez louer une cabane à Hokkaido, ça va vous coûter beaucoup moins cher que si vous avez un appartement à Shibuya. Forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes frais, donc vous allez devoir gagner beaucoup plus d'argent. Peut-être que vous, 1000 euros vous suffira, alors que quelqu'un d'autre, il lui faudra 3000 euros parce qu'il aura des enfants, parce que sa femme ne travaille pas, ou parce qu'il a un train de vie, et c'est son train de vie, c'est son choix. Comme vous avez le droit de vivre en disant, voilà, moi j'ai un t-shirt, un short, ça me suffit, je mange quasiment rien, je mange des cups ramen, je sors pas, je dépense pas d'argent, c'est un choix. On est tous différents. Donc voilà, commencez pas à vous dire, mais 2000 euros net, il est fou, etc. Si vous commencez à penser comme ça ne sert à rien, et tous ces calculs et tous les exemples que je vous donne ne vous servent à rien. C'est toujours, il faut le remettre dans son contexte. Moi, je vous explique juste par rapport à combien, pour vous donner un exemple, pour que vous ayez une idée, que je gagnais 2900, là, je gagne 2900 euros net par mois tous les mois en étant freelance, en France, en étant nomade, mais voilà, en France. Et voilà combien j'aurais pu avoir au Japon. Donc ça vous donne une idée. Après, à vous de faire vos calculs et de voir si c'est possible pour vous, si c'est pas possible, si vous acceptez de ne pas gagner beaucoup. Après, attention, il y a l'immigration qui passe par là. C'est-à-dire que si votre brut n'est pas assez grand, l'immigration vous dira non. L'immigration japonaise n'est pas là pour prendre n'importe qui. Moi, c'est la bonne nouvelle par contre que j'avais, parce que c'était mon autre problème. Moi, j'avais 2 problèmes quand j'ai commencé ça. C'était me dire, est-ce que mon net sera assez grand? Donc la réponse a été non, pour moi en tout cas. Et l'autre souci, c'était est-ce que mon profil conviendra à l'immigration japonaise? C'est-à-dire le profil, c'est-à-dire mes diplômes. Je n'ai qu'un bac+2, mais j'ai 20 ans d'expérience de domaine, donc ça compense. Parce que normalement, il faut un bac+3, mais ça dépend aussi, encore une fois, de vos capacités. Si vous travaillez, par exemple, sur une plateforme pétrolière, que vous avez des capacités spécifiques, mais que vous n'avez pas de diplôme, vos diplômes, l'immigration japonaise sera moins regardant. Mais voilà, par contre, si vous êtes, je ne sais pas, boulanger, et que vous avez 1 an d'expérience, mais que vous n'avez qu'un bac+2, peut-être que ça sera plus compliqué pour vous de passer l'immigration. C'est comme ça, hélas. C'est pas mathématique, voilà, mais effectivement, parfois, c'est plus compliqué. Et moi, la bonne nouvelle que j'ai eue, c'est que avec mon brut, c'est-à-dire que le Japon ne regarde pas le net que vous aurez. Donc là, par exemple, même si j'avais gagné que 900 euros net, qui est ridicule, pour l'immigration, on se doute bien que 900 euros net, c'est pas le salaire qu'ils attendent d'un immigré au Japon. Le Japon est un pays raciste, ils sont pas très ouverts en tout cas, ils n'ont pas envie que n'importe qui vienne dans leur pays. C'est comme ça, c'est les règles. Donc si vous gagnez, techniquement, si vous gagnez 900 euros net, l'immigration ne va pas vous accueillir les bras ouverts. Sauf qu'ils ne regardent pas le net, ils vont regarder votre brut. Et moi, mon brut est à 4000 euros. Donc forcément, pour eux, c'est déjà plus intéressant. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière, effectivement, je perds énormément d'argent avec le portage salarial. Ça, ils ne le regardent pas. Donc c'est pour ça que mon profil passait. Donc ça, c'était la bonne nouvelle pour moi. C'était que mon profil pouvait passer, que avoir un visa 3 ans en passant en partage salarial, c'était totalement possible. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle pour moi. Mais bon, comme vous le voyez, faut avoir quand même de bons revenus pour pouvoir en profiter. Parce que le truc, c'est que c'est pas tout fini. Il y a encore des frais derrière ça. Oui, ça s'arrête. Ça s'arrête pas, justement, ça continue. Car c'est pas votre société de portage qui vous envoie travailler dans une succursale au Japon. Voilà, vous n'êtes pas chez L'Oréal et L'Oréal vous a dit, on a besoin de toi au Japon, etc. Donc, on va faire toutes les démarches. Non, là, vous êtes freelance, vous passez par une société de portage qui est juste un service, qui n'est pas là pour vous. Donc, le visa, ça va être à votre charge. Les frais de visa vont être à votre charge. Ce n'est pas la boîte de portage qui va le payer pour vos beaux yeux. Donc, la société de portage va sûrement s'occuper des démarches, peut s'occuper des démarches en tout cas, donc pour vous, mais ils vont vous prendre de l'argent, forcément, parce qu'ils vont se prendre déjà une commission, parce qu'ils vont faire le travail, forcément, et puis c'est eux qui font la demande, donc c'est pas vous pouvez pas dire, non, mais moi je vais faire la demande à votre place, comme ça j'économise, vous le faites pas, non, parce que c'est eux qui font une demande de visa pour vous. Ils vous embauchent comme si vous étiez un salarié, donc pour l'entreprise, pour l'immigration japonaise, vous êtes un salarié de cette entreprise. Voilà. Donc c'est eux qui vont faire les démarches, mais il va falloir payer. Voilà. Et par exemple, je sais que la première société prenait 4000 euros net pour un visa de 3 ans. Donc, il fallait sortir 4000 euros pour avoir son visa de 3 ans. C'est 4000 euros de perdu, vous les payez, c'est pas genre... c'est comme ça. Sachant qu'ils avaient encore des frais en plus. Le premier mois, je crois qu'ils prenaient, je sais plus, 300 euros de frais le premier mois, je sais pas pourquoi. Donc, ils avaient encore des frais supplémentaires. Donc, comme vous voyez, ça coûte très très cher. Il faut quand même avoir les moyens pour faire ça. Malheureusement, ça sera pas pour tout le monde. Donc,
Alors après, oui, donc il y a les 4 000 € pour les 3 ans, et donc 3 ans plus tard, il faudra sûrement aussi repayer quelques euros pour renouveler votre visa. Mais j'ose espérer que c'est un peu moins cher vu que c'est un renouvellement. Mais ça, j'avoue, je n'ai pas demandé, j'ai pas l'info, parce que j'espérais quand même, voilà, moi mon but, pour rien vous cacher, c'était de me dire, si je passe en portage salarial, je peux venir au Japon rapidement, donc c'est chouette. Mais après, le but, c'était quoi? C'est pas de rester en portage, parce que vous vous doutez bien que gagner 2 000 € net, j'aurais pas économisé d'argent, donc je n'en perdais pas, mais j'en gagnais pas. J'ai 40 ans passés, il faut quand même que je gagne ma vie, que j'économise pour le futur. Voilà, je ne peux pas me permettre de partir non plus comme ça et allez, on est fou. J'aurais eu de l'argent un peu de côté, parce que j'aurais pas eu, comme pour créer une entreprise, j'aurais pas eu besoin de mettre de l'argent, tout mon argent dans un compte, de mon entreprise. Donc j'aurais eu quand même de l'argent perso de côté. Mais voilà, le but pour moi, c'était de me dire, on fait ça pendant 1, 2, 3 ans, et on essaye en attendant de trouver une Megumi, la Megumi idéale pour se marier. Et une fois marié, plus besoin de passer par le portage pour avoir le visa, parce que vous avez un visa mariage. Et là, on passe en freelance. Et en freelance, j'ai regardé par rapport à mes revenus. Alors, je ne suis pas sûr exactement de mes calculs, parce que j'ai regardé en gros. Je devrais tourner autour des 2400, 2600 € net. Donc, ça se rapproche quand même un petit peu plus des 2900 que j'ai maintenant. Donc, comme vous voyez, il y a un petit peu moins. Il y a des taxes, mais c'est déjà un peu plus réalisable. Donc, voilà, moi, c'était mon but de me dire, on fait ça, le temps de trouver quelqu'un avec qui se marier. Et puis, alors, pas se marier avec n'importe qui, bien sûr, mais voilà, ça laissait le temps, ça permettait de vivre au Japon et d'avoir le temps sur place de rencontrer quelqu'un. Et une fois marié, on repasse en freelance. Et là, du coup, on peut économiser de l'argent. C'est pas quelque chose que je voulais faire, genre en me disant, je vais faire 10 ans de portage salarial, parce que 10 ans sans économiser un seul euro ou un seul yen, c'est pas très intéressant non plus. Surtout vu la thune qu'on donne à ce portage, c'est quand même 1300 € ou 1000 € qu'on va donner tous les mois, c'est quand même de l'argent perdu au final. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc cette solution elle est vraiment orientée pour certaines personnes et donc elle est très très coûteuse, malheureusement j'en suis désolé, mais peut-être que ça pourra servir à certains, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Et donc pour revenir à mon cas personnel, parce que c'est quand même mon podcast, donc vous aimez bien suivre mes aventures, je le sais, eh bien j'ai eu quelques espoirs, je ne vais pas vous le cacher au départ, car les chiffres qu'on m'avait donnés, l'auditeur m'avait donné, n'étaient pas du tout les mêmes. Il m'avait parlé de 500 € max pris par la société de portage. Finalement, on est à 1500, donc je ne sais pas s'il n'est pas au courant de ces chiffres et qu'il n'a pas fait attention et qu'il gagnait assez bien sa vie de ce que j'ai compris, donc peut-être que il n'a pas regardé dans les détails et voilà, il n'a pas fait gaffe. Peut-être que c'était un autre moment et qu'il a eu un super discount, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, ce n'était pas du tout les mêmes tarifs. Et moi, c'est vrai que quand il m'avait dit 500, j'avais fait mes petits calculs et je m'étais dit, c'est cool, je vais pouvoir, ça va le faire, quoi. Parce qu'entre 500 et 1300, là, j'étais à 1700, ça veut dire que j'aurais été au-dessus des 2000 largement, il n'y aurait pas eu de souci. Mais malheureusement, voilà, c'était pas le cas, ça a été le double, voire le triple. Et 1700 € pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est trop juste. J'aurais pu aller vivre à Kyoto avec ça, bien sûr, mais j'aurais dû réduire vraiment drastiquement mon rythme de vie. J'avais pas envie, j'aurais fait aucune économie. Voilà, c'est mon choix et du coup, j'étais un peu malheureux, mais c'est comme ça. Et bien sûr, vous le savez, vous vous en doutez, j'ai été vraiment très très déçu parce que j'y ai cru pendant quelques semaines. Je me suis dit, mais ça a l'air de passer. Je faisais mes calculs par rapport à ce qu'on m'avait dit et je m'étais dit, putain, mais c'est génial, j'ai une solution pour partir au Japon rapidement. Et je pensais vraiment pouvoir m'installer au Japon en mars. Mais bon, voilà, ça a été un peu la douche froide. Donc ça a été un peu la déception, un peu la petite déprime pendant plusieurs jours. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, il faut rebondir d'une autre façon. Maintenant, je repars donc sur le projet d'économiser de l'argent pour monter ma société. Mais peut-être que vous avez les mêmes revenus que moi actuellement et que passer à 1700 € net vous pose pas de soucis. Ou bien que vous avez des revenus qui sont encore plus grands que les miens et qui sont aisés. Et du coup, sachez en tout cas que cette solution existe. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Ça peut peut-être aider certains, donc tant mieux si c'est le cas. Là, par exemple, il y a une des personnes, comme je dis, un des auditeurs, qui a réussi à partir avec sa femme et son enfant au Japon comme ça. Il a des très bons revenus, de ce que j'ai compris. Et du coup, voilà, il est heureux, il vit au Japon grâce à ça, il paye beaucoup d'argent, mais bon, il peut profiter, donc tant mieux pour lui. Et voilà, on va souhaiter ça à tous ceux qui le peuvent. Donc voilà, si certains d'entre vous peuvent partir comme ça, j'espère que ça aura pu vous aider, même si moi j'aurais pas pu en profiter, j'espère avoir partagé et que vous aurez une bonne nouvelle, qu'un jour il y aura un autre auditeur qui me dira merci parce que grâce à toi j'ai pu aller au Japon. Ça me ferait très plaisir. Mais voilà, désolé pour cet épisode qui va être un peu long du coup, mais il fallait bien tout vous expliquer en détail. Il est grand temps de laisser les histoires de visa maintenant pour passer, vous le connaissez maintenant, la rubrique l'insta moment, et on va justement voir l'Instagram d'un Français tout nouveau résident au Japon. Allez, c'est parti. Attention, breaking news. Ce podcast est piraté par la Ligue des francs-maçons reptiliens pédoplatistes. Peuple de la Terre, enfin plutôt auditeur de ce podcast. Nous devons vous prévenir que certaines informations enregistrées dans ce podcast ont été totalement erronées.
Bon, allez, j'arrête. Je reprends mon identité secrète. Oui, en fait, j'ai enregistré ce podcast il y a quelques jours et j'ai eu du nouveau en fin de semaine. J'ai pu discuter en fait à nouveau avec la deuxième personne de Tokyo qui me proposait donc du legal rent, dont j'avais parlé dans cet épisode. Vous le savez, ceux avec qui j'avais pas compris pourquoi mon net finalement était moins intéressant, alors que sur le papier ils étaient moins chers et qu'ils faisaient de l'optimisation fiscale. Je les avais donc recontactés juste après en fait pour leur demander si par hasard il n'y avait pas eu une erreur dans son calcul. On ne sait jamais, hein, ça serait un peu dommage. Parce que moi, j'avais refait les calculs et j'arrivais pas au même chiffre. Mais je me disais peut-être que j'ai pas toutes les informations. Mais en plus, le truc un petit peu étrange, c'était que effectivement, ils étaient moins chers. Moins chers et moins avec de l'optimisation. Donc je comprenais vraiment pas comment ils pouvaient être moins intéressants au final. Même si je me trompais dans mon calcul, il y avait un truc pour moi qui clochait. Donc voilà, je les ai recontactés. On a pris un peu de temps pour arriver à se refaire un Zoom. Ils voulaient qu'on refasse ce calcul ensemble. Donc ça partait mal engagé quand on a fait la réunion, parce que de ce qu'ils me disaient, j'avais un peu l'impression qu'en gros, ça allait pas le faire, etc., que j'avais sûrement pas compris quelque chose. Mais il a voulu qu'on refasse tout le calcul ensemble. Et il s'est avéré au final que mon calcul était juste. Voilà, parce qu'on arrive à un moment à un chiffre, et puis il me dit, voilà, vous arrivez à 1400 € net. Mais donc moi j'étais là, oui, mais la dernière fois il m'avait dit 1000 moins, presque 900 €, c'était entre 900 et 1000 euros, entre 900 et 1000 €. Donc c'est beaucoup plus ce qu'il me proposait. Et il commençait à me dire oui, non, mais parce que vous n'avez pas compris, nous on enlève le loyer, donc c'est normal qu'on soit moins cher, que votre net soit moins gros que l'autre proposition qu'on vous a faite, que les premiers m'avaient faite. Et j'étais là, je fais oui, non, mais ça je l'ai bien pris en compte, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que la dernière fois, on était entre 900 et 1000, et là, vous êtes à 1400. Donc, mon calcul, finalement, vous êtes en train de me dire que 1400, c'est effectivement le bon chiffre. Et là, il me dit, oui, c'est ça, c'est le bon chiffre. Je sais, c'est pas ce que vous m'aviez dit la dernière fois, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je comprenais pas trop. Et il m'a fait, pardon, désolé, j'ai dû me tromper à ce moment-là. Donc, voilà. Du coup, je me suis dit que vous l'avez compris, que avec cette compagnie, j'arrive à quelque chose de plus correct, on va dire. On ne se cache rien, on va tous dire. De toute façon, les pédoreptiliens nous ont déjà infiltrés et nous écoutent via les puces 5G de Bill Gates, donc on n'a rien à cacher. Donc avec son offre, j'arriverai en gros, si je remets le loyer par-dessus. Alors j'ai pris mon loyer que j'avais à Kyoto, pour ne rien vous cacher, qui était à peu près de 700 €. Donc j'arriverai à 2000 € net. Alors, ce n'est pas l'idéal pour moi, bien sûr, mais par rapport à mon budget, je rentre quand même dans les clous, je pense, ce qui veut dire que je vais me donner quand même quelques jours pour refaire mes calculs de budget, pour être sûr. Je vais essayer de bien réfléchir aussi aux différentes possibilités, mais au final, il y a des chances pour que je déboule au Japon en working visa en mars prochain, dans ces eaux-là, rien n'est décidé pour l'instant, pour m'installer, cette fois-ci, je l'espère, durablement sur place. Mais ça, bien sûr, je vous en reparlerai en détail de tous mes plans machiavéliques, en tant que chef du commando 56 des pédoreptiliens platistes, vous le savez. Mais voilà, je veux me laisser du temps à réfléchir. Donc pour l'instant, c'est pas fait. Je ne vous dis pas que je vais repartir au Japon. Je n'en sais rien encore. Je ne suis même pas dans cette excitation. C'est-à-dire que même si maintenant c'est faisable, on va dire que ça a l'air de rentrer dans mon budget, je veux vérifier plein de petits points parce que c'est pas comme si j'avais une marge de manœuvre non plus énorme, que j'étais passé à 2300 ou 2400 € net et que je me disais, bon, au pire, voilà, s'il y a une merde ou un mauvais calcul de 100 €, c'est pas très grave. Donc voilà, je veux juste un petit peu recalculer tout ça pour voir si ça rentre dans mon budget, si ça rentre dans mes plans globaux. Mais pour l'instant, sur le papier, ça serait totalement réalisable. Donc voilà, je referai sûrement une émission un petit peu plus détaillée là-dessus, sur mes plans personnels, ou peut-être que ce ne sera pas une émission, mais peut-être que dans le podcast, si ça vous intéresse, je ferai un genre de suivi. Il y aura une nouvelle rubrique avec le suivi de mon départ au Japon, avec mes recherches, comment j'organise tout ça, toutes les problématiques que j'aurai. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui ont ces projets-là aussi. Donc voilà, c'était le petit erratum de ce podcast. Alors je suis désolé, ça vient un peu comme ça, mais quand je l'ai enregistré, je n'avais pas prévu d'avoir cette info-là. Et je me suis dit que vu que j'ai eu cette info avant de publier ce podcast, j'en profitais pour recaser ce petit moment-là en ne changeant pas et en ne réenregistrant pas tout le podcast. Parce que voilà, c'était juste sur mes données personnelles, tout le reste est effectivement valable. Mais voilà, vous pouvez reprendre votre activité normale, c'est-à-dire boire mes paroles et vous faire lobotomiser le cerveau avec l'Instagram de la semaine. Et oui, aujourd'hui, je vous parle d'un ami que j'ai connu. En fait, je ne le connais pas vraiment, puis je me souviens pas du tout comment on s'est rencontrés, parce que c'est un ami virtuel que j'ai jamais rencontré en vrai, mais avec qui j'ai beaucoup parlé, car on a la même passion pour le Japon, comme beaucoup d'entre vous, a priori.
Il a fait une école de langue aussi, comme moi, mais lui, c'était 1 an après que je sois parti au Japon. Et lui, il est allé à Fukuoka. Il a eu les mêmes ressentiments que moi sur l'école au Japon, alors que je le sentais beaucoup plus motivé que moi à la base, hein, parce qu'il avait un groupe pour l'apprentissage du japonais, il avait l'air vraiment d'apprendre à fond avant de partir, etc., ce qui n'était pas vraiment mon cas. Hein. Moi, j'étais un peu cancre en étant en France, hein, je faisais pas grand-chose. Et lui, il avait l'air d'être hyper motivé, donc je pensais que l'école au Japon, ça allait passer crème pour lui. Mais comme moi, l'école, ça l'a un peu dégoûté sur place, et finalement, il a pas aimé, il a fait qu'1 an au lieu des 2 ans. Et comme moi, ça l'a un peu démotivé. Alors, je vous dis pas de pas faire une école, hein, bien sûr, mais voilà, sachez que ça peut être un peu compliqué pour certains. Mais bon, comme moi, il n'a pas 20 ans, il a repris l'école, etc. Et je pense que le côté un peu trop scolaire n'a pas aimé, puis il avait l'impression de pas vraiment progresser. La façon dont il apprenait là-bas, après ça dépend des écoles aussi, hein, c'est pour ça que le choix de l'école est importante. Donc non, c'était un choix important. Donc, voilà. Et comme vous pouvez voir, j'aurais dû faire des bons choix quand j'étais plus jeune en France aussi, parce que mon français, comme je vous l'ai dit, n'est pas très bon. Donc voilà, bon, lui aussi, il est revenu en France après 1 an. Il s'est lancé dans le freelancing et il est retourné au Japon il y a peu. Car même si les entrées sont bloquées pour plein de gens en ce moment, hein, vous savez que même s'il y a des gens qui ont des visas mais qui ne peuvent pas rentrer au Japon alors qu'ils ont des vrais visas et qu'ils ne peuvent pas, ils sont bloqués. Il y a des familles depuis 1 an qui ne peuvent pas se voir parce que le gouvernement japonais a décidé pour je ne sais quelle raison que même si vous aviez un visa, vous êtes un étranger, donc vous allez apporter la maladie, alors que Megumi, elle peut traverser et voyager à travers le monde. Comme on l'a déjà vu, hein, il y a eu des pics de comment ça s'appelle, de Covid au Japon. Alors on va dire oui, c'est les JO. Ouais, les étrangers ont souvent bon dos au Japon, hein, il faut être honnête, parce que moi j'ai vu plein de Japonais et Japonaises faire des voyages à l'étranger en Inde, quand c'était le plus haut pic en Inde et que c'était le bordel, qui se baladaient comme ça tranquille et qui revenaient au Japon. Je me souviens aussi qu'à Kyoto, il y a eu un pic énorme pendant les vacances scolaires, parce que tous les écoliers, avant la rentrée, étaient partis à l'étranger en vacances et sont revenus dans leur famille, sont revenus à l'université, ils ont fait des fêtes, et après ils sont allés dans leur famille. Ils sont rentrés chez papa-maman, voilà. Et du coup, papa-maman qui habitait un peu dans un petit village, un petit bled où le Covid, il n'y avait pas grand-chose, ils ont ramené le Covid partout. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Bien sûr, au Japon, on vous dira que c'est la faute des étrangers, qu'il ne faut pas laisser rentrer les Indiens parce que les Indiens, ils se ramènent le Covid, etc., mais que les Japonais sont propres. Ça, il faut savoir, hein, les Japonais n'ont pas une belle vision toujours des étrangers, et souvent, quand il y a des problèmes, on va vous dire c'est la faute des étrangers. Alors que non, voilà. Par exemple, quand il va y avoir des meurtres, des choses comme ça au Japon, on va vous dire oui, mais ça c'est un étranger, etc. Bon, si vous voulez regarder les statistiques de meurtres, etc., souvent les gros déglingos, c'est les Japonais. Hein. C'est pas un Anglais, un Indien ou un Français qui va prendre un couteau et qui va aller poignarder 75 Japonais dans le métro. Hein. C'est souvent un Japonais qui va faire ça. Mais voilà, le Japon a un côté raciste, il faut le savoir, il ne faut pas idéaliser le Japon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, bien sûr, il y a plein de bons côtés, tout le monde n'est pas raciste non plus, mais en général, les Japonais ne sont pas très ouverts, et forcément, l'étranger va être un peu mal vu parfois, et quand il y a des problèmes, c'est plus facile de dire c'est l'étranger que le japonais. Alors qu'honnêtement, pour le Covid, je ne pense pas que ce soit les étrangers qui aient ramené plus le Covid. Surtout, comme je vous le disais, hein, pendant la grosse période, les Japonais allaient en vacances, pouvaient partir. Vous ne pouviez pas rentrer là-bas au Japon. C'est-à-dire que vous aviez un visa, vous étiez français, vous avez un visa travail, vous ne pouviez pas rentrer. Alors que Megumi, elle, pouvait faire le tour du monde et revenir. Ça ne posait pas de problème. Et étrangement, les chiffres ont monté. Voilà. Donc même si les JO aussi n'ont pas dû aider, hein, bien entendu, il ne faut pas non plus, voilà. Encore une fois, il ne faut pas faire blanc ou c'est pas blanc ou noir. Souvent c'est gris, voilà. Donc c'est sûrement un peu, tout le monde est un peu en faute, mais voilà, il ne faut pas non plus dire c'est que les étrangers ou inversement. Donc bref, pourquoi je dis tout ça? Parce que normalement, lui, il n'aurait pas pu aller au Japon, c'était le principe. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit à l'ambassade, tout simplement. Il a écrit à l'ambassade du Japon en France. Il leur a expliqué qu'il voulait monter une entreprise au Japon et qu'il voulait du coup prospecter. Alors vous allez me dire, le mec, il a pipoté tout ça pour aller au Japon. Non, parce que c'est vrai, il voulait vraiment monter une société au Japon. Et donc, voilà, il s'est dit, pourquoi pas, je tente ma chance. Pour l'instant, c'est fermé, mais voilà, ça coûte rien. J'écris une lettre en expliquant mon projet, en disant que je parle un peu japonais, et voilà, basta, voilà mon projet. Et il a été agréablement surpris parce que l'ambassade a dit « Ok, on te file un visa spécial, tu peux y aller pendant 3 mois. » Donc il a pu partir cet été, il a pu partir, je crois que c'était pendant l'été, fin de l'été. Il a pu partir au Japon et il avait un visa 3 mois, qui n'est pas un visa touriste, qui n'est pas un visa quoi que ce soit, c'était pas un visa business, c'était un visa spécial attribué pour pouvoir aller au Japon pendant 3 mois. Donc il est arrivé, lui, il voulait monter son entreprise à Fukuoka.
Et du coup, finalement, il ne va pas monter son entreprise, mais il va se marier bientôt avec une japonaise. Et son installation définitive sur Fukuoka est donc en cours. Il n'a pas beaucoup de photos sur son compte Instagram, parce que c'est quand même ça qu'on parle. On ne parle pas juste de sa vie et son œuvre. Mais ça peut vous permettre de suivre des tranches de vie japonaises sur Fukuoka. Et peut-être qu'il va en mettre un peu plus souvent. Et comme vous le savez, moi, c'est des comptes que j'aime bien suivre, de voir un peu la vie de tous les jours des gens, et pas que des superbes photos de sakura, de cerisier, ou des photos magnifiques de paysages, même si c'est sympa. C'est quand même cool aussi de voir des photos de la vie de tous les jours. Mais voilà. Alors son compte, j'ai oublié de vous dire son compte c'est Cyril Mersenne, et c'est comme d'habitude, vous allez pouvoir avoir le lien dans la description de l'épisode, ne vous inquiétez pas. Mais il est grand temps de passer à la rubrique dont on ne dit pas le nom. Non. Alors non pas parce que c'est interdit, comme un certain sorcier, mais parce qu'elle en a tout simplement pas. Voilà, c'est juste ça. Allez, c'est parti. Et cette semaine, je vous emmène sur la marina de Kobe, connue pour sa fameuse tour, la tour de Kobe entre autres, et son centre commercial qui donne sur la mer et son petit port de plaisance. Et c'est justement dans le centre commercial qu'on va aller boire des bières et manger. Je vais vous parler de Hop Stand Harborland Shop Kobe. C'est un peu long comme nom de resto. Pas sûr qu'il soit très bon en marketing, mais bref. Cet izakaya, même si ça ressemble plus à un pub traditionnel, on va dire, qu'à un izakaya, se trouve de l'autre côté, donc pas en face de la mer, et ils sont au rez-de-chaussée, donc au premier étage. Vous suivez bien, oui, n'oubliez pas que le premier étage au Japon, c'est le rez-de-chaussée chez nous. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, comme dans tous les izakaya qui se respectent, on va trouver des sélections de bières, des yakitori, des trucs qui vont être frits, et même du camembert frit. Bah oui, soyons fous, on va se faire plaisir. Alors c'est le genre d'endroit pour aller boire et grignoter avec des amis. Ça fait pas du tout izakaya traditionnel, comme je l'ai dit, ça sent pas le vieux traditionnel qui pue, enfin quand je dis qui pue le graillon, qui fait un peu vieillot, etc. Mais qu'on kiffe bien, on aime bien ce genre d'ambiance au Japon. Mais là ça fait plus un pub, on va dire. Moi j'y suis allé 2 fois et à chaque fois j'ai bien bu et j'ai bien mangé sur place, donc c'est pour ça que je vous en parle. Le lieu franchement il est assez quelconque, comme je vous l'ai dit. Mais il fait le job, voilà. Et par beau jour, ils ont même une grande terrasse. Alors que demander de plus, surtout que les terrasses au Japon, il n'y en a pas tant que ça, vous savez. C'est pas comme chez nous, où on a plein de terrasses partout. Eux, manger dehors, c'est pas forcément dans leurs habitudes. Comme d'habitude, je mettrai les liens Google Maps, Instagram qui vont bien, ainsi que les photos sur le Patreon de l'émission pour les abonnés soutien. Et au passage, je tiens à la remercier pour le soutien du podcast. Ça permet de payer une partie des frais de celui-ci. Puis ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui financent un petit peu le travail. Parce que oui, toutes les semaines, c'est quand même un petit peu de travail. C'est 3-4 heures par semaine de boulot, le podcast. Vous pensez que je raconte ma vie comme ça en faisant ça à l'arrache en une demi-heure ? Eh bien non, ça prend plus de temps. En tout cas, si vous avez besoin de nourriture et vous avez envie d'avoir des brochettes frites, par exemple, ou des brochettes tout simplement... Et puis si vous avez envie de camembert frit, parce que franchement le camembert frit c'est cool, on est français, ou on l'est pas, ça fait plaisir de manger du camembert frit. Voilà, c'est une bonne adresse pour se poser sur la marina de Kobe. Mais bon, les restaurants, c'est pas ce qui manque aussi sur place. J'avais fait un restaurant italien aussi, mais on en reparlera une prochaine fois sûrement dans cette rubrique. Et on va faire un petit peu court aujourd'hui, parce que l'épisode est déjà très très long. Donc on va passer tout de suite au coup de cœur, qui va rester dans le thème du focus de cet épisode finalement. Et cette semaine, le coup de cœur, c'est pour un site internet très intéressant sur le Japon. Je vous ai déjà parlé de son Instagram, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de son blog professionnel. Alors, je suivais son blog perso qui était aussi très très cool à l'époque, et qui l'est toujours au passage, car il est très différent des blogs Japon habituels qui vont vous faire la pub pour tel endroit touristique super connu. Voilà, elle, ou comme moi, parce qu'Explore Japon, parfois je vous fais de la pub, je vous parle d'endroits très très connus, je vous fais explorer aussi des coins moins connus, je pense, mais voilà, moi aussi, je passe par des coins, même si par exemple Kyoto, je vous avais jamais fait le spot Kiyomizu-dera, je vous ai jamais dit d'aller au pavillon d'or, etc. Peut-être qu'un jour, il faudra que je vous fasse effectivement les trucs un peu plus traditionnels, mais tout le monde le fait, donc autant faire un truc un peu plus différent, je pense. Même si ça fera pas de mal aussi d'en parler, parce que y a peut-être certains qui n'écoutent que mon podcast. Bon, je sais pas, ça existe peut-être. Peut-être que j'ai des fans qui n'aiment que ma voix, qui même s'en foutent du Japon. C'est possible. Qui sait ? Vous me faites un petit peu peur dans ces cas-là. Sachez-le.
Je rigole bien sûr. Mais donc voilà, donc je suivais son blog, son blog habituel, donc son blog, on va dire, de vie. Elle racontait en gros son quotidien avec ses potes japonais, son travail, ses vacances. Mais comme je vous le disais, elle n'allait pas faire un article sur le Kiyomizu-dera ou je sais quel autre spot touristique, quoi. C'était vraiment du classique de sa vie, la vie normale. Parce que quand vous êtes au Japon et que vous habitez, vous n'allez pas vous faites pas les spots touristiques. Quand vous habitez à Paris, vous n'allez pas à la Tour Eiffel tous les week-ends, quoi. C'est normal. Donc voilà, là c'était pareil, vous suivez son blog. Puis en plus, elle habite à Hiroshima. Donc bon, voilà, Hiroshima, c'est un petit peu moins touristique, même s'il y a des endroits qui sont très très connus pour les côtés touristes. Mais là, on va parler plutôt de son blog pro. Alors de qui je parle? J'ai parlé d'Hiroshima, j'ai parlé de freelance. Peut-être que quelqu'un, si vous suivez un peu les internets, vous la connaissez. Il s'agit de Jude à Hiroshima. Elle est très présente sur Twitter et sur Instagram et franchement très agréable à suivre. Donc vous l'avez compris, Jude à Hiroshima, c'est qu'elle vit à Hiroshima, ou alors ça serait une grosse menteuse. Elle vit là-bas depuis au moins une bonne dizaine d'années, je pense, de mémoire. Au départ, elle a travaillé pour l'office de tourisme de Miyajima. Il me semble qu'elle travaillait pour le site web français. Puis dans une agence de com, elle a travaillé japonaise et elle est maintenant freelance à son compte, donc depuis quelques années. Et sur son blog pro, elle nous raconte son quotidien de freelance. Donc là, elle ne va pas nous parler de ses vacances, mais elle nous parle de ses projets professionnels sur lesquels elle travaille, sur comment elle a monté, par exemple, sa société de freelance, quels ont été les problèmes rencontrés, comment ça se passe, par exemple pour les impôts. Bref, c'est une mine d'or d'informations réelles, non pas écrites par un gaijin au Japon. Je ne suis pas très fan du gaijin au Japon, je pense que vous l'avez compris à force, ou je ne sais quel youtubeur qui va faire du contenu sponsorisé, qui va vous raconter n'importe quoi sans l'avoir vraiment testé, juste parce qu'il a chopé des infos sur Internet ou parce que quelqu'un l'a payé pour raconter quelque chose. Du coup, c'est chouette à lire, c'est une vraie mine d'or, ça permet de se faire une idée du quotidien de freelance au Japon et de récupérer quelques informations précieuses sur le statut de freelance au Japon. Pour la retrouver, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de taper Jude à Hiroshima et vous retrouverez son blog pro et perso. Voilà, c'est pas très compliqué non plus. Voilà, vous allez taper Jude à Hiroshima, vous allez peut-être tomber sur son blog perso avant, mais bon, vous allez sûrement trouver son lien pro, c'est pas très compliqué, mais je vous mettrai les liens quand même sur le Patreon. Donc c'est bien écrit, c'est vraiment chouette à suivre. Moi, j'aime beaucoup son blog. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça fout dans la rubrique coup de cœur? C'est juste parce que c'est un blog qui m'a souvent aidé à choper des infos. Et vu que je suis en pleine comparaison des différentes options, que ce soit entre le portage salarial, l'entreprise traditionnelle, le freelance, via un visa mariage forcément, hein, car il n'y a pas de visa pour les freelances, vous l'avez compris en tant que tel. Du coup, ça aide beaucoup, il y a des infos qui sont sympas. Et puis ça permet de se faire une idée de la vie de freelance au Japon. Et peut-être que ça m'arrivera un jour, je serai peut-être freelance au Japon, si je suis marié ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est des infos qui sont bonnes à prendre. Et pour moi, c'est un petit coup de cœur, parce que c'est un blog qui est bien fait, donc j'aime bien ce blog-là. J'ai pas de part dans le blog, hein, vous vous doutez bien, de toute façon, je pense pas qu'elle gagne d'argent avec son blog. Donc voilà, et j'ai critiqué un gaijin au Japon, hein, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi, je n'aime pas du tout les gens qui font des posts sponsorisés, des machins sans en parler, etc. Donc je vous en ai déjà parlé, moi j'aime pas du tout ça. Après, si vous aimez son contenu, vous avez totalement le droit, on est tous libres, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi j'avoue, j'aime pas trop ces façons de faire, il poste partout, il y a des robots qui l'envoient pour commenter vos blogs. Moi j'avais un blog sur le Japon par exemple, et j'avais des dizaines de commentaires de lui justement, qui n'étaient pas vraiment lui, parce que c'était des robots qui venaient commenter, ça se voyait. Et donc, voilà, toutes ces façons de faire, mais ça marche bien pour lui, hein, parce que je pense qu'il gagne sa vie avec, etc. Donc, c'est très bien, il a eu raison de faire ça. Mais moi, j'avoue, c'est pas ma came. Chacun ses trucs. Vous, si ça vous dérange pas et que ça vous plaît, tant mieux. Il faut de tout pour faire un monde, comme disait l'autre. Il faut de tout pour faire un monde. Mais voilà, ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas la même ambiance. Sur le blog de Jude à Hiroshima, on est vraiment sur du réel. C'est sa vie à elle. Du coup, c'est plutôt chouette parce que parfois, on suit des blogs, on a des informations et finalement, c'est juste des gens qui font des copier-coller, qui n'ont pas testé. Moi, je connais aussi des blogs voyage qui sont jamais allés dans les endroits dont ils parlent, hein. Ils copient juste collent des informations qu'ils ont chopées. J'ai des amis, par exemple, qui sont assez connus au Japon, qui sont... assez connus, qui s'amusaient à faire des faux posts en disant il faut tel endroit, c'est l'endroit à la mode en voyage au Japon par exemple. Ils allaient vous dire il faut aller à tel endroit, c'est l'endroit qui est inconnu des touristes et c'est magnifique. Ils faisaient des super photos sur place, mais vous savez, le genre de photos un peu trompeuse, où on va faire une magnifique photo, mais finalement autour c'est super moche. Il y a un point de vue qui est cool, mais le reste finalement c'est pas très intéressant. Et donc ils s'amusaient à faire ça pour voir comment leur post était repris par d'autres. Et tous les gros blogs, c'est ça qui était très marrant, c'est que
moins d'un mois après, tous les gros blogs que vous connaissez forcément sur le Japon, des gros blogs qui vont dire beaucoup d'infos, qui vont faire beaucoup d'articles voyage et tout, etc., faisaient un article en vous expliquant que c'était l'endroit le plus magnifique du Japon, qu'il fallait absolument y aller. Et eux, ça les faisait marrer parce qu'ils étaient allés là-bas pour le fun et ils n'avaient pas trouvé ça top, c'était moche. Et du coup, partout, sur tout on va dire la blogosphère francophone japonaise, c'était the place to be, où aller faire ses vacances, l'endroit que personne ne connaît et qu'il fallait absolument y aller. Donc vous vous rendez compte qu'il y a plein de blogs comme ça qui sont là juste pour faire de l'argent ou pour essayer d'en vivre. Ça se comprend. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand on le dit pas. Voilà, quand on dit pas qu'on n'a pas vraiment l'info ou quand on invente un truc. Moi, par exemple, quand je vous ai fait mon petit planning pour aller à Sapporo, je vous l'ai dit, j'y suis pas allé. C'était le planning que j'avais prévu, mais je l'ai pas visité. Donc je vous ai fait un truc dessus parce que je voulais partager mon planning, mais après je peux pas vous dire si c'était bien ou si c'était pas bien parce que je l'ai pas fait. Mais j'aurais pu vous le vendre en vous disant oui, c'était super, je suis allé là-bas, c'était génial. Alors que non, je suis pas allé, donc je vous le dis. Il y en a plein qui vont pas le dire parce que voilà, et ils ont raison, ils font de l'argent comme ça, tant mieux. Mais moi je suis pas fan. Je suis pas fan de ce genre de truc, donc je préfère vous le dire quand justement il y a des gens qui font pas ça et qui font des trucs plutôt bien. Et Jude Hiroshima, moi je trouve que c'est plutôt bien ce qu'elle fait, surtout si vous voulez suivre du quotidien Japon, du vrai quotidien Japon, on va dire, et pas de la poudre aux yeux de voyage, comme on dit. Donc voilà, fini pour la parenthèse, je suis désolé, mais c'était pour expliquer un petit peu ma petite pique que j'avais sortie comme ça. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast aura pu vous aider. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode. Et puis si le working visa avec le portage salarial, c'est peut-être bon pour vous, tentez l'aventure. Et puis vraiment, je serais vraiment très content pour vous si vous pouvez partir et réaliser votre rêve. Moi, j'ai pas réussi. Voilà, ça a fait flop là-dessus. Peut-être que je réussirai d'une autre façon, je l'espère. Mais voilà, si j'ai pu vous aider à aller au Japon, franchement, je serais grandement content. Ou si cette info, vous allez pouvoir la transmettre à quelqu'un d'autre qui pourra y aller comme ça, tant mieux. Parce que si on peut réaliser nos rêves, tous, j'ai envie de vous dire, je suis content, tout simplement. C'est pour ça que je fais ce podcast. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, et quoi donc ? Matane, vous le savez bien. Ciao, bye bye, matane.